sont là en présentiel et ceux qui nous regardent par l'intermédiaire de leur écran. Nous sommes dans le cadre de la Semaine européenne des CCI. Dans quelques instants, on va parler bien sûr des entreprises, de l'industrie plus précisément. Nous allons parler bien entendu également de l'Europe. Quel est ce rapport entre les industriels, les entrepreneurs et l'Europe? Nous parlerons transition énergétique, écologique, de développement durable avec les 3 piliers. La transition numérique et l'industrie 4.0, cette fameuse 4e révolution industrielle, la relocalisation des chaînes de valeur industrielles. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 18h30, si vous le voulez bien, un peu moins, 18h si c'est possible, car chacun des impératifs. Parmi les intervenants de cette table ronde, nous aurons dans quelques instants la chance d'accueillir Christophe Grudler. J'aurai l'occasion de vous présenter. Vincent Chauvet qui nous a rejoint, qui est le maire d'Autun, mais membre du comité européen des régions en charge du climat et de l'emploi. Et si vous le permettez, au nom de tout le monde, je tiens à le féliciter pour la naissance de la petite Alexandra. Nous allons également accueillir, je crois qu'elle est également en visio, Laurence de Richemont dans quelques instants, qui est quelqu'un d'important puisqu'elle est responsable de l'unité de coordination dans le cadre de la politique industrielle de la Commission européenne. Elle travaille avec Thierry Breton. Et puis, bien sûr, les entrepreneurs seront là. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir peut-être de poser la première question à Béatrice Cuenin, que je vous présenterai. Emmanuel Brugger, qui est également directeur général de Christelle. Madame Cuenin, vous êtes la dirigeante de Cryo Service, puisqu'on va parler de glace avec vous. Et puis, Charlotte Albarel, qui sera avec nous. On excuse Cyril Flores, qui est le dirigeant du groupe Bordet, mais nous avons le directeur général qui sera avec nous. Nous parlerons un petit peu cuisine avec des casseroles et autres manches de casseroles. Vous verrez cela. Mais sans plus attendre, et si vous le voulez bien, je vais me retourner vers celui qui a souhaité ce table ronde à l'occasion de cette semaine européenne des CCI, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté, Rémi Laurent, vous avez la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet exercice à distance, mais j'espère bientôt sortir graduellement de ces contraintes pour nous tous qui nous pèsent au quotidien. Je ne vous l'apprends pas, mais apparemment, peut-être pour certains, la France va assurer la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2022. Il s'agit donc d'un événement politique important qui n'intervient que tous les 14 ans. Cette présidence interviendra dans un contexte particulier et sans précédent, celui de la sortie de la pandémie de la Covid-19. Il reviendra donc à la présidence de piloter la nécessaire relance de l'économie et pourquoi pas un acte 2 avec le déploiement effectif du fameux plan de relance de l'Union européenne avec ses 750 milliards d'euros que la Commission européenne emprunte sur les marchés pour les États membres. Pour la première fois, l'Union européenne se voit dotée d'un budget de 1 824 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. Les priorités sont nombreuses, que ce soit pour accélérer la transformation de la société vers un peu plus de résilience, au travers par exemple de la digitalisation, de poursuivre la transition vers une société décarbonée et au développement plus durable, mais aussi sur des sujets sanitaires, sécuritaires, démocratiques et de souveraineté. Autant de jeux importants pour les entreprises qui devra porter la France au Conseil et dans les négociations avec la Commission européenne. Il nous est apparu donc collectivement opportun que les CCI soient dans leur rôle de représentation des intérêts des entreprises pour accompagner l'État dans la préparation de cette présidence. Notre réseau des CCI a donc décidé de se mobiliser en amont de cette échéance, comme il l'avait fait en 2018 pour les élections européennes lors des conventions citoyennes sur l'avenir de l'Europe, pour organiser une série d'événements et tables rondes au cours de cette semaine européenne des CCI, à quelques jours de la date anniversaire du 9 mai, avec l'ouverture de la conférence pour une année d'échange sur l'avenir de l'Europe. Nous souhaitons ainsi rapprocher les entreprises et les institutions européennes afin de dessiner les contours d'une Europe concrète et visible pour les entreprises. Compte tenu de la place importante qu'occupe l'industrie dans notre région de Bourgogne-Franche-Comté, nous avons privilégié le thème de la relance de l'industrie face aux triples enjeux de la transition numérique, écologique et de relocalisation des chaînes de valeur de pair avec la réindustrialisation. Comme vous le savez, notre réseau est impliqué depuis de nombreuses années sur les sujets européens touchant les entreprises. Notre pôle EEN, Enterprise Europe Network, que nous portons en région,
est au service des entreprises pour les accompagner afin de sécuriser et de favoriser le développement sur le marché unique et pour profiter des opportunités qu'offre ce marché, que ce soit pour décrypter les dispositifs, pour renforcer la connaissance des réglementations et des programmes de financement, pour rencontrer les partenaires commerciaux et techniques, ou encore bénéficier des conseils sur mesures pour se développer. Par exemple, pour faire face aux mutations, l'Europe nous permet de proposer aux PME un appui à la carte avec la structuration de leur démarche d'innovation pour être plus compétitives sur les nouveaux marchés. Et je crois savoir que certains parmi nos témoins de ce jour en ont bénéficié. Sur ces questions d'innovation dans les entreprises, nous allons nous mobiliser davantage. Nous proposons chaque mardi soir de ce mois de mai un atelier plus technique et thématique dans chacune des principales filières afin de familiariser les entreprises avec les opportunités du programme Horizon Europe, sur lequel l'un de nos collaborateurs, Laurent Vol, est à présent plus fortement impliqué. Cela doit nous permettre de transformer les résultats de recherche et en innovation, vecteurs de croissance pour les entreprises et nos territoires. Je pense par exemple de l'hydrogène vert et encore des biomédicaments sur lesquels notre région est en pointe. La digitalisation est au cœur de nos préoccupations et nous travaillons actuellement avec la région et nos partenaires à l'écosystème régional à la constitution d'un hub européen d'innovation numérique, sur lequel nous reviendrons certainement, qui reviendront renforcer nos accompagnements des entreprises vers l'avenir du futur et de leur permettre de tirer avantage des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et le big data, mais aussi de mieux se protéger sur les questions de cybersécurité en privilégiant la cyber-résilience. Enfin, nos services sont également fortement mobilisés pour les questions de développement durable, notamment avec le soutien de nos partenaires de la région et de l'ADEME, que ce soit en matière d'optimisation des flux, de performance énergétique, d'économie circulaire RGE ou encore de la responsabilité sociétale et environnementale. Tout ceci doit contribuer aussi à une plus grande compétitivité et une plus grande résilience de nos entreprises pour gagner des parts de marché ici comme à l'international. Et c'est un des enjeux aussi de notre partenariat avec Business France au travers de la team France Export. Nous avons aussi recueilli au travers de vos inscriptions un certain nombre de questions que vous nous avez posées, sur lesquelles nous allons pouvoir interpeller nos intervenants. Je citerai par exemple la nécessité de prendre en compte les indications géographiques protégées non alimentaires, qui ont un rôle important à jouer dans la compétitivité de certaines de nos filières industrielles régionales face à la concurrence des pays bas coût. Je pense par exemple à la pierre de Bourgogne, ou le soutien des nouvelles filières décarbonées, que ce soit dans les transports et la mobilité, ou bien dans le domaine de l'agro-ICRI. Enfin, beaucoup de chefs d'entreprise nous signalent aussi des procédures d'aide qui, malgré les simplifications annoncées, restent encore trop complexes ou chronophages et parfois trop différents d'une région à l'autre ou d'un guichet à un autre. Mais c'est en train de s'améliorer. On laissera le soin de revenir sur cette question. Voilà, je cède donc la parole à notre animateur. Monsieur le Président, merci. Sans plus attendre, je vais me retourner vers une chef d'entreprise, Béatrice Cuenin. Je vais vers vous parce qu'il y a eu un sondage récent qui nous dit, peut-être contre toute attente, que les industriels, les entreprises, aiment plutôt l'Europe. Il y a un mariage d'amour, comme cela. Ils regardent l'Europe avec beaucoup d'intérêt. Je veux rappeler, Béatrice Cuenin, que vous êtes dirigeante de Cryo Service ou Service à Ellois, c'est dans le territoire de Belfort. Cryo Service est spécialisé dans le nettoyage des équipements de production ou de machines industrielles en projetant des fragments de gaz solidifiés d'une température de moins 79, vous m'avez dit, ou moins 80 peut-être, en air comprimé. Alors c'est un petit peu étonnant, peut-être révolutionnaire, en tout cas ça aide beaucoup les entreprises pour qui vous travaillez, des nouvelles techniques, et là vous êtes complètement, j'allais dire, dans les nouvelles technologies, dans ce qu'on attend aujourd'hui des entreprises, c'est d'amener des solutions pour qu'elles soient qu'elles tendent vers l'écologie. Quel est votre sentiment? D'abord, est-ce que vous, l'Europe, vous l'aimez? Oui, depuis le début. Depuis le début, je ne suis pas toujours d'accord avec. Et puis, qui aime bien châtie bien. Donc, il faut toujours regarder et exiger le meilleur. Donc, je suis convaincue qu'on ne pourrait rien faire si on était à l'extérieur de l'Europe, au jour d'aujourd'hui. On est intégré, on devra rester intégré. Alors, vous allez chez vos clients, puisque oui, vous travaillez directement sur les chaînes de production.
rapidement, rappelez-nous la technique parce que c'est plus qu'intéressant. Alors, en fait, nous propulsons effectivement par air comprimé du gaz solidifié à moins 80. C'est du CO2 effectivement solidifié. Et donc, vous imaginez des grains de riz de gaz qui vont venir être projetés sur une salissure qui est sur une surface. Quelle que soit cette salissure, nous allons du chocolat au goudron pour vous donner l'ampleur d'action. L'important, c'est qu'effectivement, la salissure absorbe le choc thermique et se laisse effectivement dégager de sa surface. Au moment de l'impact, la salissure va effectivement éclater, se retrouver dans les 3-4 mètres autour de l'équipement. Et le gaz qui va être choqué, solidifié, va retourner en gaz. Donc pas de déchets, simplement le déchet du client. Comme on dit, version matière sèche, comme dit l'ISO 14000. Donc, ce qui va permettre au client de pouvoir traiter son déchet non mélangé avec de l'eau, du solvant ou du sable, ce qui coûte effectivement cher et qui remet une couche de pollution supplémentaire. Alors, surtout, vous apportez directement une solution à vos clients en leur proposant au moins sur ce sujet-là des solutions qui vont dans la transition énergétique écologique et l'écologique principalement, puisqu'on n'utilise plus de solvants, plus de choses comme cela. Alors vos clients vous aiment parce que vous apportez ça, vous appellent parce que l'Europe a dit il faut arrêter tout ça, etc. Et donc ça vous donne un marché formidable. Voilà. Qu'est-ce qui est de l'envie et qu'est-ce qui est de la réponse à des injonctions, pourquoi pas de l'Europe ou d'autres? Je dirais qu'il y a une dizaine d'années, bon, quand je montais l'entreprise il y a 15 ans, je dirais qu'il y a une dizaine d'années, il y avait effectivement peut-être de la pression parce qu'il y avait des directives européennes qui étaient sorties, plus de COV ou quoi que ce soit. Donc il y avait une obligation peut-être de trouver des solutions. Et donc on intéressait. Je dirais que depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement naturel. Alors ça, je trouve que effectivement, nous travaillons avec des entreprises qui sont effectivement au-dessus de 200 personnes, des grosses PME, des groupes, mais il y a vraiment une recherche, une volonté d'intégrer effectivement de l'environnement. Je dirais, il y a 10-15 ans, on tombait de temps en temps sur un HSE, un responsable hygiène, sécurité, environnement. Et je dirais maintenant, on ne peut plus arriver dans une entreprise, quelle que soit la taille, sans qu'il y ait ce représentant qui va être là, qui apporte la solution, voire même, nous sommes en relation directe avec les services de production ou de maintenance, il y a une demande. Je pense que ça vient autant de l'entreprise que simplement de ses membres, des employés, qui sont aussi des citoyens, qui vont naturellement aussi vers cette recherche, cette envie effectivement de développement durable. Qui impose, mais en même temps que ça se vit très à l'intérieur parce que ça vient aussi en mouvement de fond de la base. Et ça, on le voit d'année en année progresser. Alors, juste une dernière question. Est-ce que c'est aussi parce que vos interlocuteurs dans les entreprises, et là on est dans un lieu de formation qui privilégie la formation, c'est intergénérationnel, c'est-à-dire que aujourd'hui vos interlocuteurs ont dans leur ADN maintenant aujourd'hui la transition écologique? Oui, je dirais qu'on a au départ, les petits freins que nous avons eus pour rentrer dans certaines entreprises, effectivement, c'était quand on tombait sur des opérants effectivement qui arrivaient, je ne veux pas dire proche de la retraite, mais bon, c'est plus notre solution, il faudra laisser ça aux jeunes. Ben maintenant, on a en face de nous effectivement des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui ont complètement intégré la chose et qui sont en recherche. Je dirais, comme vous avez cité une fois, je me suis fait entre guillemets enguirlander en arrivant un jour dans une entreprise où le monsieur a dit non mais c'est seulement maintenant que vous venez parce que moi on m'a enlevé des tas de produits que je peux plus utiliser et puis on est revenu au marteau burin, donc mes gars ils ont des tendinites et j'aime pas ça du tout. Voilà, donc moi ça fait 5 ans que je recherche une technique comme vous. Voilà, donc on a encore à faire connaître, mais comme quoi il y a cette envie d'aller de l'avant, de penser à l'environnement, de penser au bien-être des opérants. C'est un état d'esprit global que l'on voit effectivement progresser. Tout dans le souci également de la productivité et de l'intérêt financier de l'entreprise, parce qu'effectivement, une entreprise, elle est aussi là pour vivre, et donc elle a besoin de chiffre d'affaires et de bénéfices.
Je vous remercie beaucoup de cette première intervention. Je me retourne tout de suite vers Christophe Grödler. Vous venez de Belfort, eurodéputé depuis 2019, avec une carrière avant d'entrepreneur, puis vous étiez journaliste dans l'édition, directeur de l'Alsace Magazine Édition en particulier et d'autres périodiques. Vous êtes membre de l'industrie, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie au Parlement européen. Vous êtes même le vice-coordinateur. Et puis, vous êtes également membre, je le précise, du bureau exécutif du mouvement démocrate. Alors, vous avez beaucoup écrit sur l'histoire en tant que journaliste et éditeur. On est loin de Zola. Mais là, quand on entend Madame Cuenin, on se dit qu'on en est très loin et ça vous a donné un petit peu le sourire de voir que finalement l'Europe n'était pas obligée de contraindre, mais qu'il y avait plutôt un engagement citoyen des entrepreneurs. Merci à vous, merci à la CCI de Dijon pour son invitation. Donc, enfin, je suis heureux d'être dans vos locaux ici à Dijon. Simplement, oui, effectivement, l'exemple de Béatrice Cuenin et de Cri au service montre très clairement que l'Europe, ce n'est pas une contrainte, hein. C'est une opportunité, c'est une chance à tout niveau pour nos industries, puisqu'il y a, le président Laurent l'a redit tout à l'heure, cette manne avec le plan de relance européen qui va permettre de toucher de l'argent frais un peu partout pour relancer des projets innovants. Il y a les plans de relance nationaux, il y a les 14 écosystèmes européens définis par Thierry Breton qui vont permettre d'être présents sur tout. Et en fait, jamais on ne s'est autant occupé de l'industrie, sous toutes ses formes. Depuis les grandes compagnies, comme PME, les start-up, tout le monde s'intéresse aussi aux petits comme aux grandes, évidemment, mais les petites, aujourd'hui, c'est là aussi que se situe l'innovation et c'est là aussi que c'est important d'être très présent. C'est ce que l'Europe est actuellement. Alors, Christophe Grödler, justement, sur ce sujet-là, j'ai cru comprendre que l'Europe avait un peu revu sa copie sur sa politique industrielle. C'est très récent, ça doit dater de quelque chose. Vous avez d'ailleurs fait un communiqué, j'allais dire, à l'élu centriste, très centriste, puisque à la fois vous êtes heureux de ces avancées, à la fois vous trouvez que ça va pas assez vite, et en particulier qui introduit un regard particulier, une attention particulière, peut-être due aussi à l'arrivée de Thierry Breton, sur les PME-PMI. Oui, alors, vous n'allez quand même pas me reprocher de faire du en même temps. Voilà. Et le en même temps, pour moi, c'est de dire qu'effectivement, la nouvelle stratégie présentée par la Commission européenne tout récemment, elle va dans le bon sens, parce que maintenant, la stratégie devant a été présentée au mois de mars, juste avant le confinement et la pandémie. Et là, il fallait tenir compte, effectivement, de la résilience et de la volonté de relance. Et donc, cette nouvelle stratégie, telle qu'elle a été présentée avant-hier, va effectivement dans le bon sens, puisqu'on a identifié les lacunes de nos chaînes de valeur et on sait comment il faut les réparer. Mais en même temps, l'ambition n'était pas extrême. Et moi, je souhaite notamment de tout cœur que les règles de concurrence soient revues très rapidement par la commissaire européenne, Madame Vestager. On lui demande depuis 2 ans, ça ne bouge pas du tout. Je veux dire, le principe de ce qu'on appelle la fair competition, qui est la compétition équitable, si vous voulez, on va faire ça en français, eh bien, tout ça, ça ne bouge pas. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des produits qui rentrent sur le marché européen qui sont, excusez-moi de l'expression, shootés aux subventions d'État en Chine ou ailleurs, qui viennent concurrencer nos entreprises. Et parce qu'on n'a pas encore changé les règles de concurrence, on n'arrive pas à retrouver l'équilibre. C'est un objectif de la Commission, hein. On doit les changer, ces règles. Elles remontent à 1997. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc il faut se bagarrer encore pour aller plus loin. Et donc l'action de Thierry Breton va dans le bon sens, mais doit être encore amplifié par des instruments réglementaires que l'on n'a malheureusement pas encore aujourd'hui. Alors, Thierry Breton, qui est très occupé en ce moment, avec beaucoup de fonctions. Alors, on va voir si, et là, je vais me retourner vers Charlotte Albarel, que je vois en visio. Bonjour, madame. Je vous rappelle, vous êtes directrice générale du groupe Bordet. J'ai excusé Cyril Flores, qui est avec d'autres impératifs. Vous êtes en charge de cette belle entreprise, de ce groupe. Vous produisez, j'essaye de le faire court, mais vous pourrez me rectifier si vous le souhaitez, vous produisez un charbon végétal qui préserve la santé des hommes et de l'environnement, qui produit un charbon végétal écologique à partir de déchets de bois issus de forêts locales et éco-gérées. Et vous travaillez dans de nombreux domaines, la pharmacie, la cosmétique, l'alimentaire, l'industrie, l'agriculture également, et bien d'autres domaines. Vous êtes reconnu d'ores et déjà comme une entreprise à très haute valeur sociale et environnementale par une ONG qui regarde avec attention ici l'ONG Earthworm et Foundation. Et je voulais vous donner la parole en écoutant monsieur le député qui disait on va mettre les PME, PMI, on va plus regarder et les aider. On a l'impression que c'est là
que se trouvent les parts de marché avec des idées, des nouveaux process, ça phosphore beaucoup. Mais vous, qui êtes passé du bâtonnet de chez Dior avec les parfums au bâtonnet de charbon, vous partez d'un grand groupe, vous avez connu tout cela, un groupe certes fort, mais qui colle plutôt au PME, PMI. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce sentiment que l'Europe fait plus attention à vous? Alors, Madame Albarel, qu'on n'entend pas pour l'instant, chère Madame Albarel. On va essayer de rectifier cela. Ça y est, c'est mieux là? C'est très bien même. Bon, je voulais tout d'abord vous remercier de votre invitation. Mon groupe Bordet est très heureux de pouvoir participer à cette table ronde. J'ai écouté avec intérêt les interventions précédentes et effectivement, nous, notre entreprise, donc la société Groupe Bordet, est donc une vieille entreprise qui date de 1860, mais qui néanmoins se positionne sur des marchés à très forte valeur ajoutée, comme vous l'avez dit, centré sur notre métier de savoir-faire, qui est la pyrolyse du charbon végétal produit en circuit court et qui est utilisé dans de nombreuses applications, des applications plus traditionnelles comme les charbons de combustion, mais aussi des produits à plus forte valeur ajoutée comme le biochar, donc qui est un substituant des fertilisants chimiques qui peut être utilisé en tant qu'amendement organique pour les sols et les charbons actifs qui sont utilisés dans de nombreuses applications, comme vous l'avez évoqué, en cosmétique, en complément alimentaire, etc. Je rejoins ce qu'a dit l'eurodéputé, où effectivement, même si aujourd'hui on est porté par cette dynamique autour du Made in France, des circuits courts. Néanmoins, on est quand même confronté au fait que les règles effectivement de la concurrence européenne ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et même si on a une valeur ajoutée grâce à nos produits Made in France et grâce à des produits qui sont de meilleure qualité et plus performants, néanmoins, on est toujours comparé à des produits issus d'importation pour lesquels il n'y a pas de barrière à l'entrée et qui sont des produits qui souvent sont produits dans des conditions qui ne sont absolument pas les mêmes, non seulement au niveau sociétal, mais surtout au niveau environnemental, notamment en ce qui concerne l'industrie que je représente aujourd'hui. Et c'est un vrai sujet pour nous de pouvoir être soutenus de manière plus forte là-dessus, dans ce combat-là. Et je pense que ça passe effectivement par un relais au niveau européen. Merci de cette première intervention. Je redonne la parole donc au député européen que vous avez quelque part interpellé. Dans le en même temps que tout à l'heure, voilà, il y a une partie du en même temps, ça ne suffit pas apparemment. On va vous donner la deuxième partie du en même temps. Non, mais vous avez raison, Madame Albarel. Donc maintenant, pour vous rassurer par rapport à la concurrence qui vient de l'autre bout du monde, concurrencer des produits faits en France ou dans l'Union européenne, il y a un mécanisme qui va débuter très rapidement, c'est le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. Ce mécanisme va être un mécanisme d'équilibre de la concurrence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans l'Union européenne, imposer des normes, notamment environnementales, à nos entreprises, impliquant un surcoût, quand on laisserait rentrer des produits avec une empreinte carbone énorme, venus de l'autre bout du monde, sur le marché. Donc ce mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, il va en plus servir à rembourser le plan de relance de 750 milliards que nous avons lancé au niveau européen, et il va être mis en place très rapidement. Il n'y a pas le choix, parce que sinon on n'a pas les ressources pour financer ce plan de relance. Et dans ce cadre-là, vous aurez une réponse. C'est-à-dire que soit les produits étrangers continueront à arriver sur le marché commun, mais avec un surcoût important lié en fait, au fait d'avoir payé une taxe par rapport à leur taxe carbone, soit ils ne viendront plus du tout. Et vous serez, peut-être avec d'autres produits qui auront respecté les accords de Paris, qui auront respecté les règles de non-émission de CO2, eh bien vous serez donc sur une compétition plus équitable. Je vous redonne la parole, Madame Albarel, peut-être pour commenter ce que vient de dire notre député européen. Non, c'est tout à fait ce genre d'initiative et d'attente que nos PME, qu'on attend tout à fait au niveau européen. Je vais donner la parole, merci. Je vais donner la parole dans un instant au maire d'Autun, Vincent Chauvet, et je lui poserai une question très précise, mais peut-être une intervention, si vous le voulez bien, Rémi Laurent, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, merci. Simplement rebondir sur les propos du député. Bien entendu, cette remise en cause des règles de concurrence est indispensable. Je pense que le changement de logiciel, il a déjà commencé avec les relations internationales.
avec les accords commerciaux et avec non plus un accès au marché unique libre, mais une volonté de réciprocité. Ça, c'est semble-t-il dans l'air. Maintenant, bien entendu, il faut aller plus loin, et notamment avec un Small Business Act, qui serait une bonne chose attendue par tout le monde. Merci de cette intervention. On retrouve peut-être Vincent Chauvet. Je voudrais qu'on précise si Laurence de Richemont est bien avec nous, précisez-le-moi, car son intervention sera également importante dans un instant. Vincent Chauvet, bonjour, félicitations encore, belle performance. Vous avez des entreprises sur votre commune, dans l'Autunois-Morvan, performantes, je pense à DIM, Tolix, Nexan et d'autres industries. C'est une ville vue pour le tourisme, mais qui est une ville industrielle également. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à l'instant. On a des personnes qui nous ont posé des questions avant cette table ronde. Et voilà une question que je vous soumets. Pensez-vous que la croissance verte voulue par l'Europe, avec tout ce processus, soit réaliste, tout simplement, en particulier est-elle compatible avec un mode décarboné, donc sans énergie fossile, et des matières premières non renouvelables en voie d'épuisement? Je précise, pour bien vous présenter, que vous êtes membre du Comité européen des régions en charge du climat et de l'emploi, membre également du mouvement démocrate, vous connaissez, merci d'être avec nous, élu par le magazine L'Expansion, d'ailleurs, tenez-vous bien, mes chers députés, en 2012, comme le politicien centriste le plus prometteur de Bourgogne. J'ai lu ça. Et en 2020, Vincent Chauvet, vous avez été nommé au Comité européen des régions. Moi, j'aimerais vous entendre sur cette question. Est-ce que vraiment cette croissance verte voulue par l'Europe est réaliste? Et vous qui êtes à la fois maire avec des industriels qui ont des exigences sur le terrain, un discours d'élus de terrain, et en même temps dans les régions au contact de l'Europe, est-ce que quelquefois vous ne faites pas un petit peu le grand écart? Merci, cher Laurent, et merci à vous de l'invitation et également de vous intéresser à cette institution méconnue, cet organe de l'Union européenne qui est le Comité européen des régions, qui comprend non seulement des élus régionaux, mais également départementaux et des maires sur la base d'une représentativité par pays. Et donc, je suis très heureux de représenter en quelque sorte la France, les petites villes, les élus libéraux-démocrates centristes, et également la nouvelle génération, puisque effectivement, je suis rapporteur de la commission environnement pour mon groupe politique, le même que Christophe Goudler d'ailleurs, Renew, et nous sommes actuellement en train, je porte un avis sur la stratégie climatique de l'Union européenne dans les territoires, et notamment l'ambition pour 2030 de réduire de 55% au moins, autour de 57%, les émissions de CO2 pour aller vers une neutralité carbone en 2050. C'est l'enjeu des accords de Paris, des engagements internationaux de l'Union européenne. Et donc, pour répondre à la question de l'internaute qui a été posée ou du membre de la CCI, la réponse, une croissance verte est-elle compatible avec une croissance décarbonée? La réponse ne peut être que oui. Et c'est même une obligation légale et réglementaire désormais. Vous avez peut-être vu qu'il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle allemande a censuré la loi allemande sur le climat, en fait, qui allait plus loin que notre loi climat actuelle. Je tiens à le souligner, en disant que même l'ambition de 55% était encore en dessous de ce qu'il faudrait pour aller à une neutralité carbone en 2050. Et donc, ça faisait porter un poids trop important sur les générations à venir et qu'il fallait avoir une ambition dès 2030 beaucoup plus élevée. 2030, c'est demain. 55%, c'est extrêmement ambitieux. C'est ce qu'on montre d'ailleurs dans l'avis que je défends au Comité des régions. Ça suppose, c'est non plus un changement incrémental ou un changement de paramètres, mais un changement de modèle avec nécessairement, effectivement, une réflexion globale sur les modes de production, mais aussi, et je le dis tout de suite, les modes de transport, les modes d'exercice des services publics, de chauffage urbain, et ça impacte énormément, évidemment, les collectivités locales et les territoires. Alors, dans ce cadre, on voit déjà des stratégies industrielles à l'œuvre, et je ne vais pas vous l'apprendre aux décideurs économiques qui sont autour de la table virtuelle, mais les énergies autour de l'électricité, en tout cas le secteur de l'électricité
va être amené à se développer extrêmement fort. Le président France de Nexans était à Autun cette semaine, justement pour annoncer des investissements et investir fortement à Autun et en Bourgogne-Franche-Comté sur la production de câbles électriques. C'est majeur, c'est une entreprise franco-chilienne qui se réoriente totalement du câble vers le câble électrique au sens strict. Et puis, nous avons aussi des sous-traitants méconnus qui vont du gant électrique à des installateurs ou de l'automatisme qui voient des perspectives de croissance pour leur marché. Et puis ensuite, pour toutes les autres industries, on va dire classiques, qui ne sont pas dans cette transition énergétique, eh bien, finalement, ce sont des réflexions sur la logistique, des réflexions sur l'éco-conception dès le début, puisqu'une partie de nos émissions de CO2 viennent des déchets. Des modes de circuit court. On a également localement des projets, par exemple, d'usines qui feraient en circuit court des pellets pour éviter d'en importer de trop loin. Voilà, je ne veux pas être trop long non plus, mais en tout cas, la réponse à la question, je ne sais pas si l'avenir nous le dira, l'histoire nous dira si c'était compatible, mais en tout cas, aujourd'hui, la stratégie européenne et l'Union européenne, j'en finirai par là, est le bloc continental le plus ambitieux au monde et la stratégie qui est décidée en concertation avec les élus locaux et les différentes instances est justement d'aller vers cette croissance décarbonée de manière contraignante. Je reste avec vous, Vincent Chauvet, quelques instants, qu'une réponse ou tout au moins un témoignage très très court. Je vous interrogeais sur le fait d'être un élu local et en même temps d'être un peu au cœur du cyclone au niveau de l'Europe sur la transition numérique et l'industrie 4.0. Vous êtes un jeune élu, enfin de moins en moins jeune maintenant, mais un jeune élu qui en tout cas s'attache beaucoup à tout cela. Et vous allez me faire la transition avec notre futur intervenant Emmanuel Bruguère. La transition numérique, l'industrie 4.0, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de la casse sociale qui s'annonce derrière avec ces nouvelles technologies, ce 4.0? Je voudrais vous interroger là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une crainte des entreprises que vous côtoyez? Et c'est exactement la question que j'ai posée à Nexans dans leur nouveau plan de développement, qui veulent passer à Autun en usine 4.0. Est-ce que ces nouveaux modes de production, en tout cas de process, vont amener à des réductions d'emplois? Eh bien, la réponse, en tout cas pour Nexans, mais de manière plus globale, c'est pas forcément, voire non, et ça peut même être pourvoyeur d'emplois parce qu'on augmente la productivité, parce qu'on a besoin aussi d'un certain nombre de compétences nouvelles, qu'il faut aussi former les opérateurs. La formation, c'est un secteur extrêmement important dans notre territoire aussi. Et donc, l'industrie 4.0, il ne faut pas être ludiste ou être contre l'électricité à la place de la chandelle ou la machine à vapeur à la place du carrosse tiré par des chevaux, mais au contraire, la numérisation dans l'industrie ou l'industrie 4.0 peut être plus un vecteur de croissance et de développement de l'emploi dans nos territoires qu'un vecteur de casse sociale si on y fait évidemment bien attention. Alors, merci Vincent Chauvet. Je me retourne vers Emmanuel Bruguère. Dans quelques instants, nous allons retrouver quelqu'un qui écoute avec beaucoup d'attention tout ça, Laurence de Richemont. Mais avant, un chef d'entreprise, Emmanuel Bruguère, bonjour. J'espère que vous m'entendez. Parfaitement, merci. Bonjour. Merci à vous. Vous devez, bien sûr, forcément, avec votre entreprise que je vais essayer de présenter un instant, vous me corrigerez, vous êtes dans le Doubs, vous êtes à Fraîches, Le Châtel, 100 salariés environ, fabricant d'ustensiles de cuisine en inox haut de gamme. Votre entreprise franc-comtoise défend la grande marque d'origine France Garantie. Et vous êtes très connu parce que vous avez fait la fameuse casserole à manche amovible, je vous ai dit qu'on parlerait cuisine, qui a fait le succès de la marque. Christelle, donc, ses portes aujourd'hui partout, à Tokyo, à Moscou, à New York, à Londres, dans 35 à 40 pays. Vous êtes présent un petit peu partout. Mais vous dites 4.0, oui, mais 4.H, expliquez-nous ça. Alors, je reprends, alors c'est Fraîches, Le Châtel, et je reprends simplement une expression qui a été utilisée par le directeur de l'UTBM, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, Ghislain Montavon, qui parle de 4.H, le H étant humain. C'est-à-dire que toute la digitalisation de l'entreprise, toute la numérisation de l'entreprise a un intérêt à partir du moment où on garde l'humain derrière, puisque ce qui fait la valeur ajoutée de nos entreprises, en tout cas en ce qui concerne Christelle, c'est la part d'humain qu'on va apporter dans les pièces que l'on produit.
La digitalisation, la numérisation va nous permettre de produire mieux avec moins de ressources, en économisant l'énergie, en économisant tout un tas de choses, mais surtout pas en remplaçant l'humain. C'est au contraire en mettant l'humain à sa place, parce que dans une industrie comme la nôtre, il faut forcément une personne à chaque étape de fabrication pour contrôler la qualité avant de passer à l'étape suivante. Et bien évidemment, on pourrait mettre des centaines de capteurs, de caméras, etc. pour remplacer ça, mais à quoi bon? À quoi ça sert d'investir trop lourdement dans des installations quand c'est juste pour remplacer une personne qui pourrait être simplement employée à ce poste-là pendant 3 ans au vu des investissements qu'il faut faire. Donc je pense qu'il faut raison garder, il faut être mesuré dans l'investissement et dans l'orientation qu'on donne au 4.0. Et le 4.H me semble être une bonne idée, une bonne solution. Je rebondis peut-être sur ce qui s'est dit précédemment. Je pense que la digitalisation, la numérisation de l'entreprise est aussi au service du respect de l'environnement. Et il faut le savoir là aussi, il faut savoir le faire de manière tout à fait juste pour qu'il y ait des capteurs qui permettent de vérifier, de suivre, d'être attentif sur des points qui sont importants, que ce soit la consommation d'eau, que ce soit la consommation énergétique, que ce soit tout un tas de choses qui sont aujourd'hui de plus en plus précieuses. Et de ce fait, dans croissance verte, comme on l'a dit, il y a des enjeux sur la raréfaction des ressources, sur tout un tas de choses qui sont aujourd'hui de plus en plus évidentes. Et le 4.0 peut nous aider dans ce domaine. Et la croissance verte, pour moi, ce qui m'interpelle, c'est pas vert, c'est croissance. C'est-à-dire jusqu'à quand est-ce qu'on pourra faire de la croissance dans un monde ou dans un monde fini dans lequel on a une raréfaction des matières premières et des ressources. Donc, le vert est absolument indispensable pour l'industrie et ceux qui n'y seront pas passés, mais fondamentalement et véritablement dans une démarche sincère et profonde, ne seront pas de la partie des 10 ou 20 prochaines années. Donc, c'est vraiment une remise en cause profonde et sincère de l'intégralité de notre modèle économique qu'il faut qu'on repense. Et le 4.0, le 4.H est là pour nous y aider. Je vous remercie beaucoup. On va se retourner vers Laurence de Richemont, qui a été très attentive, très patiente aussi. Je vous en remercie, madame. Je vais rappeler, vous êtes en particulier, vous parlez de politique industrielle à la Commission européenne. Vous êtes responsable de l'unité de coordination des différents services et puis vous êtes spécialisé dans le directeur général même du marché intérieur. Vous travaillez main dans la main avec Thierry Breton, avec notre député européen qui est là également. Je voulais vous interroger. Vous avez entendu pas mal d'intervenants ici, monsieur le député européen, des chefs d'entreprise. J'ai rappelé tout à l'heure la confiance accrue qu'avaient les entrepreneurs envers l'Europe. Et j'ai également posé la question de savoir si le fait que Thierry Breton, avec qui vous travaillez tout le temps et toujours, le fait qu'il soit un chef d'entreprise, fait que finalement cette présentation de la révision de la stratégie industrielle européenne par la Commission européenne a pu, les députés et d'autres ont pu se faire entendre. Je vous demande de commencer cela. Eh bien, écoutez, merci d'abord pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous, même si c'est en ligne, vu les circonstances, et félicitations pour cette semaine européenne des CCI. Je crois que tout ça a été très positif. J'ai été heureuse, en effet, d'entendre des messages globalement, je dirais, très positifs sur l'Europe et son action en matière industrielle, parce que, bon, c'est pas toujours ce qu'on entend partout, mais je crois qu'ici, on a aussi un petit peu le privilège d'être dans une des régions de France qui finalement est les plus industrielles, si ce n'est la première région industrielle par nombre d'habitants, si j'ai bien compris, et également très exportatrice. Donc tout ça aide probablement aussi à avoir cette vision plus positive et très européenne. Alors, quelques mots. Très gentiment, vous m'avez qualifiée de directrice générale de l'industrie. Non, non, pas du tout. Je suis modestement chef d'unité dans cette direction générale, mais qui travaille en effet sous l'impulsion du commissaire Thierry Breton. Alors, que peut-on dire de cette stratégie industrielle, enfin, cette mise à jour de notre stratégie industrielle qui a été adoptée pas plus tard qu'hier?
Je crois que tout d'abord, il faut rappeler, c'est important, que la place de l'industrie en Europe, ça reste fondamental. C'était en tout cas avant la crise encore 20% de la valeur ajoutée européenne et 35 millions d'emplois. Alors même s'il y a une tendance un peu à la décroissance de la part d'industrie avec la montée en puissance des services, cette industrie, elle reste fondamentale, y compris dans des pays, en particulier, je dirais, dans des pays comme la France, où, voilà, depuis l'automobile à la défense, la chimie, la pharmacie, on a quand même un panel de secteurs où, je dirais, on brille dans l'industrie. La France, certes, a subi aussi une certaine forme de désindustrialisation, mais il y a une vraie prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, elle engage des actions, je dirais, qui vont tout à fait dans le bon sens, et on le voit notamment avec le plan national de relance et de résilience qui a été proposé le 28 avril à la Commission et qui va d'ailleurs être largement financé par cette fameuse facilité de relance et de résilience. Et il y a là, je dirais, des propositions très constructives pour la transition verte de l'industrie, du BTP, des projets européens d'intérêt commun dans l'hydrogène, le cloud, la connectivité, etc. Donc, je voulais simplement rappeler ça avant de vous parler de ce qui est fait au niveau européen, pour montrer que, en effet, au niveau européen, on souhaite l'ambition. En fait, c'est la reconquête industrielle, et c'est l'ambition que porte très clairement Thierry Breton. Et donc, avec la stratégie qui a été adoptée hier, et peut-être pour nuancer un tout petit peu les propos du député M. Grudler, je crois qu'il y a quand même une ambition forte dans cette stratégie qui est à 3 niveaux. La première, c'est de renforcer la résilience de notre marché unique, parce qu'on a bien vu dans cette crise, enfin, l'une des grandes leçons de la crise, c'est que le marché unique, qui est un peu notre joyau au niveau européen, il n'est pas, comment dire, il n'est pas imperméable à toute épreuve, et on voit bien que le fait de garantir la liberté de circulation des personnes, des biens, des services, ça reste un enjeu fondamental, et donc on proposera un instrument de gestion des crises pour accroître la résilience de ce marché intérieur, pour qu'il puisse faire face à toutes sortes de crises aussi dans l'avenir. Deuxième axe de cette stratégie, c'est d'accroître ce qu'on appelle l'autonomie stratégique ouverte de l'Union européenne. Et donc, en effet, ça, c'est une ambition qui s'est fondée sur, là encore, des leçons de la crise, où on a vu que finalement l'Europe restait très dépendante d'un certain nombre de domaines, enfin de produits essentiels. Et donc là, cette stratégie, elle est basée sur une analyse très approfondie qui nous a permis de noter qu'il y avait 137 produits dans, par exemple, les industries à forte intensité énergétique, dans les écosystèmes de santé, dans les technologies avancées, où l'Europe était encore trop dépendante. Donc, ce qu'il faut, c'est aller vers de la diversification avec des partenariats internationaux, la mise en place aussi de nouvelles alliances industrielles. Ça a été fait notamment dans le cadre des batteries, mais l'idée, c'est de développer ça dans d'autres domaines, les données industrielles, les technologies en nuage et de périphérie, ce qu'on appelle le cloud et le edge, mais aussi avec potentiellement des alliances de ce type pour des lanceurs spatiaux ou même pour l'aviation à zéro émission. Donc ça, c'est une très forte ambition. Également, pour renforcer cette autonomie stratégique, ce sont les fameux projets importants d'intérêt commun, avec par exemple les projets sur l'hydrogène. Et là, l'idée, c'est de en fait mettre en commun les énergies pour apporter de l'innovation dans des domaines où le marché ne peut pas à lui seul répondre aux enjeux. Il y a aussi tout l'enjeu des normes, de la normalisation. Ça peut paraître très technique, mais c'est un domaine qui est en fait très stratégique quand on voit ce qu'est en train de faire la Chine. Et là, la stratégie apporte aussi des réponses. Donc ça, c'était le deuxième pilier, si vous voulez renforcer notre autonomie stratégique. Troisième pilier, c'est accélérer cette fameuse transition écologique et numérique. Alors, de nombreux intervenants en ont parlé avant moi, donc je vais essayer d'être brève. Ce qu'on propose, ce sont des trajectoires de transition, les pathways, comme on dit, pour en fait encourager ces fameux écosystèmes
dont parle Thierry Breton, à faire face à la crise. C'est en particulier le cas pour le tourisme, qui a été un des écosystèmes les plus affectés, mais aussi les industries à forte intensité énergétique ou d'autres. C'est l'idée aussi d'adopter évidemment un cadre réglementaire cohérent pour atteindre ce fameux objectif de réduction des émissions de 55% d'ici 2030. Là aussi, certains intervenants en ont parlé. Et peut-être là aussi pour répondre à Monsieur Grudler, il y a aussi dans cette stratégie non pas des propositions immédiates pour modifier les règles de concurrence, mais l'engagement à faire un examen approfondi de ces règles de concurrence pour soutenir les transitions écologiques et numériques et pour voir si elles sont adaptées face à un paysage concurrentiel mondial qui est en train de changer. Peut-être dernier point, excusez-moi, je suis trop long, mais dernier point qui me paraît aussi très important sur la question de la concurrence. Il y a la concurrence évidemment en interne à l'Union européenne, je viens d'en dire un mot, mais aussi la concurrence vis-à-vis de nos grands concurrents internationaux. Et là, la Commission a adopté hier, en même temps que sa stratégie industrielle, ça a été présenté par notre vice-présidente, Madame Vestager, un projet de règlement sur les subventions étrangères qui a pour objet justement de recréer de l'équité en fait sur l'accès au marché. Le principe, c'est que le marché unique, il doit rester ouvert, mais il doit rester ouvert à condition que tout le monde respecte les mêmes règles. Et donc, si certaines entreprises étrangères veulent bénéficier des avantages du marché unique, mais que par ailleurs, elles reçoivent des subventions étrangères qui ne respecteraient pas nos principes et nos valeurs, eh bien, il y aura des mesures de prise. Voilà, donc c'était un petit peu les points que je voulais souligner pour cette nouvelle stratégie. Je reste avec vous quelques instants, Madame de Richemont. On a parlé des frontières extérieures à l'Europe et on voit comment l'Europe vient protéger son industrie et en même temps, pour reprendre le terme du député, et qui n'est pas que du député d'ailleurs, je voudrais vous parler des entreprises à l'intérieur de cette Europe, et en particulier des indications géographiques. On nous dit, et des internautes, nos produits sous indications géographiques non agricoles ou futures indications géographiques constituent de véritables atouts pour nos territoires et permettent la valorisation à l'échelle internationale de l'excellence des savoir-faire et produits de nos pays. Alors ça, c'est la France qui dit ça, ce sont des internautes chefs d'entreprise français, mais j'ai bien compris, vous devez être assez équilibré sur l'ensemble des pays qui font partie de l'Europe, y compris les pays entrants. Finalement, est-ce que c'est pas une manière pour certains de dire encore on veut tirer la couverture à nous, oui l'Europe c'est bien, oui nous défendre c'est bien, mais plutôt notre pays? Écoutez, je crois que dans l'esprit, comme vous dites, d'une approche équilibrée au niveau européen, on peut quand même arriver à faire des choses. Et je voudrais signaler qu'en novembre dernier, en fait, la Commission a adopté précisément un plan d'action sur la propriété intellectuelle et que dans ce plan d'action, il est prévu de réfléchir à une action possible pour protéger les indications géographiques non agricoles. Et donc, tout à l'heure, je crois que c'était le président de la CCI qui signalait par exemple la pierre de Bourgogne. Oui, ça pourrait peut-être faire partie d'un système de protection. Alors, l'état du dossier est le suivant. On est dans une phase, je dirais, d'analyse et de préparation. Pour le moment, il y a eu un certain nombre de consultations qui ont été en cours. En fait, il y a eu une étude d'impact qui a montré qu'il y avait en réalité un fort soutien à ce projet. On a maintenant un groupe de pilotage qui est en train d'évaluer plus en détail cette étude, mais je voudrais signaler aussi qu'il y a une consultation publique qui a été ouverte depuis quelques jours et qui est ouverte jusqu'au 22 juillet. Donc, tous ceux qui sont intéressés peuvent y participer. Et sur base, donc, à la fois de cette étude d'impact, de cette consultation publique, mais d'un ensemble aussi d'études économiques qui ont été d'ores et déjà publiées, notamment une en 2020, la Commission va déterminer la marche à suivre. Et donc, personnellement, je dirais que je serais raisonnablement optimiste sur le fait qu'on va pouvoir progresser dans ce sens. Monsieur le député, je me retourne vers vous, Christophe Grudler. On le voit, Madame de Richemont nous dit un instant, c'est peut-être un peu nouveau. On regarde l'impact sur les PME. On vient regarder tout cela.
Est-ce qu'aujourd'hui, sur les indications géographiques, quel est votre sentiment? Vous vouliez rebondir peut-être dessus? Alors, je vais peut-être déjà rebondir sur le propos de Madame de Richemont. Donc, et pour préciser ma pensée, donc la DG Group fait un excellent travail, le commissaire Breton fait un excellent travail. Mais je pense que c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent de comprendre que l'Union européenne et la Commission, c'est aussi fait de tendance. Et il y a des gens qui pensent que l'ultralibéralisme va tout résoudre dans l'Union européenne. C'est un marché commun ouvert au monde, et le marché va tout réguler. Et c'est faux. Si vous laissez le marché tout réguler, vous avez des pans entiers de notre économie qui vont disparaître. Et dans les phases de pandémie, on n'aura plus de solution. Donc, en fait, le travail, notamment de la DG Gros et du commissaire Breton, consiste à trouver des systèmes comme les alliances européennes, dont on profite tous au niveau économique, les alliances européennes et les PIEC, les IPIS, PCIE, enfin, on prononce ça dans tous les sens. Hein. Alors, en France, en anglais, on appelle ça un IPCI. En France, on appelle ça un EPCI ou alors un PIEC. Donc, c'est toujours très compliqué. C'est PIEC, c'est bien. PIEC, c'est pas mal. On va en fait, si vous voulez, pour retenir simplement, c'est une dérogation aux règles du marché commun qui permettent à des États et à l'Union de subventionner les entreprises pour réparer les effets pervers du marché. Moi, je suis un libéral, mais moi, je suis pour le libéralisme réglementé, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver le bon système. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aider tous ceux qui, au sein de l'Union européenne, croient que les alliances c'est utile, les PIEC c'est utile. Parce que tous ceux qui sont contre les exceptions au marché commun vont nous dire non, on ne veut pas de telle alliance, on ne veut pas de telle alliance, on ne veut pas de ça. L'alliance sur l'hydrogène, par exemple, que Madame a évoquée, l'alliance sur l'hydrogène, à l'horizon 2050, c'est 500 milliards d'euros d'investissement. 500 milliards d'euros d'investissement sur l'hydrogène d'ici 2050, avec la création d'1 million de nouveaux emplois. Alors, effectivement, ça va détruire de l'emploi dans les mines de charbon en Pologne, parce qu'il n'y aura plus de charbon. Mais les travailleurs pourront être formés pour travailler sur l'hydrogène, par exemple, ou d'autres techniques énergétiques. Donc, en fait, les PIEC, les alliances, ce sont des outils extrêmement utiles, et il faut évidemment se battre pour qu'il y en ait encore beaucoup, parce que c'est l'intérêt de l'autonomie stratégique européenne. Alors, moi, j'ai toujours autonomie stratégique tout court. Je ne remets pas ouvert d'ailleurs, parce que l'autonomie, je sais ce que c'est, l'ouverture, je sais ce que c'est, mais en général, ça ne va pas très très bien ensemble. Alors, on va dire l'autonomie stratégique dans le respect évidemment du marché commun pour rassurer nos amis les plus ultralibéraux. Madame de Richemont, peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Écoutez, je ne sais pas s'il y a grand-chose à ajouter. Merci de cette clarification et de ce soutien au travail qui est fait par nos services, parce que je crois qu'en effet, ça va dans le bon sens. Mais il est clair que tout ça est le fruit quand même de discussions très approfondies au sein de la Commission, et avec en effet un collège de 27 commissaires qui a parfois des vues divergentes. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vos auditeurs connaissent, enfin les participants à cette réunion ne connaissent pas forcément systématiquement, c'est que les décisions... Vous avez une émission ce soir sur l'Europe et le fonctionnement. Hein. Sur le Conseil européen, mais qui est une manière de voir comment les pays essayent de s'arranger. Voilà, mais donc au sein même de la Commission, parce que le collège des commissaires, comme son nom l'indique, il fonctionne en collège, c'est-à-dire les décisions sont collectives. C'est un peu l'équivalent du Conseil des ministres en France, sauf que la décision, elle est collégiale. Et donc, évidemment, il faut arriver à prendre en compte les différentes sensibilités politiques, les différentes préoccupations. Et voilà, c'est ce qui fait un petit peu aussi l'originalité du projet européen. Mais c'est ce qui fait aussi, je crois, sa force. Donc, Madame de Richemont, quand un député européen, ici à ma gauche, montre quelquefois qu'il voudrait que ça aille plus vite, c'est un bon député. Ben bien sûr. Et alors, je parlais des débats au sein du collège, mais il est également fondamental et elle le fait, que la Commission débatte de façon très approfondie avec les parlementaires et avec les États membres au sein du Conseil, donc Conseil des ministres ou Conseil européen, quand c'est au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est peut-être un point aussi que je voulais signaler, c'est que non seulement ce dialogue entre institutions est fondamental, il est au cœur du projet européen. Enfin, c'est plus qu'un dialogue d'ailleurs, parce qu'il y a toute une procédure législative, etc. Mais je crois qu'on est à une ère qu'on appelle un peu l'ère de la
co-création, et ça c'est un terme qu'on emploie beaucoup maintenant aussi à la DG Gros, donc ma DG, et qui est que tout ce travail, il doit se faire avec le soutien de tous les acteurs. Et je sais que par exemple les CCI aussi sont un acteur très important dans ce domaine. D'ailleurs, Thierry Breton, je crois, a rencontré le président de la CCI récemment. Et le succès de cette politique industrielle, en fait, elle ne peut se faire qu'en ayant tous les acteurs à bord, comme on dit, donc les entreprises, les organisations, enfin tout un panel d'acteurs. Et ce concept d'écosystème, c'est précisément ça. C'est l'idée de dire, bon, on va mettre ensemble les acteurs économiques, mais aussi les acteurs académiques, toute la chaîne de création, en fait, pour arriver à soutenir nos économies et ces domaines les plus stratégiques. Merci. On va dans quelques instants donner la parole à Emmanuel Bruguère. Je voudrais avoir son sentiment sur ce qui vient d'être dit pour voir s'il est au même niveau ou il se sent un peu en bas de la pyramide. Mais juste avant, une réaction de Rémi Laurent, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez remarqué, on a parlé 2 fois de la pierre de Bourgogne. Ça doit vous rendre heureux. Le tout, c'est le résultat qui compte. C'est pas seulement de le mentionner, c'est la suite. Vous nous avez expliqué les difficultés, je crois qu'on les comprend largement, et je pense que ça fait partie des attentes des entreprises. Et quand on voit le sondage qui a été fait tout récemment auprès de 600 chefs d'entreprise auxquels vous avez dû faire allusion en introduction, 68% des chefs d'entreprise soutiennent et sont satisfaits et reconnaissent l'Europe. En revanche, il n'y en a que 24% qui répondent ou qui déclarent que l'Europe est à la hauteur des attentes. Et donc toutes ces complexités sont dans ces attentes où on ne voit pas évoluer aussi vite que l'on souhaite. Ça va plus vite dans les entreprises, ça va beaucoup moins vite et vous avez expliqué les difficultés. Mais je pense que quand 50% des chefs d'entreprise, pour le dernier chiffre que je vais donner, estiment que l'Europe doit être consolidée, c'est qu'il y a un fondement assez solide. Vous me direz, c'est juste la moitié des chefs d'entreprise. Mais donc il y a encore un bout de chemin à faire pour convaincre sur l'efficacité et sur la rapidité d'évolution de ces logiciels qui changent sans aucun doute, et la nouvelle mandature l'explique et le montre, mais il y a encore un sacré bout de chemin à faire. Je me retourne vers Emmanuel Bruguère, s'il nous entend. Je vais rappeler un directeur général de Christelle à Fèche-le-Châtel, dans le Doubs, environ 100 salariés. Et voilà, je voulais savoir si, pardonnez-moi l'expression, mais si vous trouvez que l'Europe a des casseroles sur ce sujet-là, vous qui en fabriquez. Ça dépend de quelle casserole on parle. Simplement, à titre privé, je pense qu'on ne peut que souligner et saluer des démarches qui sont faites comme celle de Reach ou de... mince, le nom m'échappe. La protection des données personnelles, entre autres sur Internet. Et ces démarches-là sont là pour nous protéger. Et quand on creuse un peu ce qu'il y a derrière, il y a une vraie démarche qui est juste salutaire pour nous, individus et consommateurs. Après, c'est vrai que dans les entreprises, on se gratte un petit peu plus la tête quand d'un seul coup, un produit qu'on utilisait qui est sans particularité, on va dire, sans danger particulier, n'est plus produit parce que les quantités nécessitent, etc. Et que de ce fait, il faut substituer ce produit. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et là, on a du mal à voir l'intérêt de Reach à premier abord. Ça n'empêche que je suis toujours un grand défenseur de Reach, entre autres. Je pense que là où les entreprises ne sont peut-être pas tout à fait satisfaites alors je ne vais pas parler pour l'ensemble des entreprises, je n'en ai absolument pas le rôle, satisfaites de l'Europe, c'est que je pense que la vitesse de l'entreprise et la vitesse de l'Europe n'est pas la même. L'Europe doit forcément s'asseoir sur des temps qui sont plus longs pour anticiper des choses qui vont arriver, pour nous protéger sur le long terme. Et le nombre d'acteurs fait que forcément, il y a une inertie qui est évidemment plus importante que le quotidien d'une entreprise qui doit, par exemple, du jour au lendemain, l'année dernière, au mois de mars, prendre une décision sur le fait d'arrêter ses lignes de production ou de les maintenir, eu égard à une situation sanitaire d'un virus qui est arrivé à l'autre bout de la planète quelques mois plus tôt. Donc, il y a une différence de temps. Je pense que l'espace-temps n'est pas exactement le même, mais c'est normal. Par contre, je pense qu'il y a une chose qui me semble absolument indispensable pour que les entreprises perçoivent mieux l'Europe,
c'est que l'Europe soit un facilitateur pour les entreprises et un facilitateur notamment dans la réglementation. C'est-à-dire que ça fait une trentaine d'années que je suis dans cette entreprise et en 30 ans, je n'ai toujours vu que des couches supplémentaires de réglementation supplémentaires qu'il fallait suivre. À aucun moment, il y a eu de toilettage sur des réglementations passées qui sont devenues obsolètes et qui sont plus nécessaires. Ce qui fait qu'on se retrouve devant une pile de codes qui sont merveilleux parce que, encore une fois, ils sont là pour nous protéger, mais qui sont devenus tellement compliqués que quand on rentre dans le détail d'une petite action qu'on veut faire au sein de l'entreprise parce que c'est nécessaire sur le développement sur son développement, ça prend une inertie, ça prend un temps qui est gigantesque parce que même les administrations qui nous entourent se perdent dans les arcanes, dans tous les méandres des différentes strates de réglementation locale, de réglementation nationale, de réglementation européenne, etc., etc. Et je pense que si l'Europe pouvait consacrer une partie des moyens et des capacités de réflexion qu'elle nous apporte à de la simplification pour les entreprises, mais l'Europe deviendrait le plus beau pays du monde. Je parle volontairement de pays parce que pour moi, on est une Europe, on n'est pas X pays, on est une Europe. Et c'est à cet endroit-là, pour moi, que ça se situe, et c'est à cet endroit-là qu'on fera vraiment une Europe qui sera une Europe unie et qui sera une Europe comprise des entreprises et comprise des consommateurs et des utilisateurs. Alors, je vais donner la parole peut-être de nouveau à Madame de Richemont dans un instant, mais Béatrice Quenin, vous vouliez intervenir, je rappelle, dirigeante de Cryo Service. Écoutez, à la suite de Monsieur Brugger, je suis entièrement d'accord. Dans les différentes entreprises où nous intervenons, c'est souvent ça, quel que soit le secteur d'activité, où à un moment donné, on va vous dire, il y a des freins, on n'avance pas, justement parce que les normes ont changé, il faut se repositionner. Et effectivement, le temps de l'entreprise est très très court. Et le problème, c'est que le temps, des fois, peut-être que les grandes organisations telles que l'Europe se mettent à jour, l'entreprise, elle est déjà passée à un code 3 au-dessus. Donc, systématiquement, c'est en retard. Et le problème, justement, quand on parle d'économie verte qui doivent avancer, c'est les acteurs de terrain tels que les entreprises qui sont en train de le déterminer. Le temps important, c'est celui de l'entreprise, parce que c'est elle qui fait avancer, c'est elle qui innove, c'est elle qui avance. Et quand on dit à un moment donné, pour mettre un nouveau produit sur la place, ou moi, avancer dans ma technique, j'ai besoin d'un feu vert et qu'il n'arrive que 2-3 ans après, parce qu'il faut que ça soit validé dans les méandres de commission ou autre, c'est du temps perdu au niveau économique et pour l'humain. Et là, peut-être que le frein vert, le frein va sortir pour l'économie verte. Un exemple, dès que vous voulez, dans une production, vous mettre effectivement en économie verte, dans les entreprises où nous sommes intervenus, c'est un coût. Et surtout, ça va compliquer. Vous avez même des systèmes, vous allez vous retrouver dans des produits qui vont être moins purs et non validés par les normes parce que vous avez intégré du produit recyclé qui va perturber complètement la fabrication et le temps de l'intégrer, ça va être des rapports négatifs des organismes certificateurs autour ou quoi, alors que l'entreprise est en train de faire un effort énorme d'investissement pour la continuité. Et là, le temps de décalage, ça commence à coûter cher. Autant au niveau humain que de l'entreprise que du financier. Et là, l'Europe nous coûte très cher. Et là, on a envie de dire passer à la vitesse supérieure. Et je vois du parcours. Excusez-moi, je reprends juste la main, si vous le voulez bien, pour me retourner vers Laurence de Richemont. On a bien entendu votre intervention et en même temps, il y a un instant, nous parlions de le fait que Emmanuel Brugger nous disait c'est normal que l'Europe pense à long terme, prévoit les choses à une plus longue échéance et tout, et on voit bien qu'on vient se confronter au réel et à la volonté de souplesse des entreprises. J'ai bien noté également et surtout dans la nouvelle mouture de la politique européenne industrielle, Madame de Richemont, que vous alliez de plus en plus faire attention sur l'impact de votre politique sur les PME, sur les PMI, sur les entreprises. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'Europe peut considérer que ce qu'elle annonce aujourd'hui en termes de normes, en termes de réglementation, n'est pas gravé dans le marbre et qu'on peut revenir sur des décisions si elles paraissent plus compliquées ou appliquées ou tout simplement parce qu'elles ne sont pas bonnes?
Si on peut revenir sur des décisions, ça dépend un petit peu lesquelles. Si c'est des règlements, etc., qui sont adoptés, c'est tout un processus. Hein, comme je le disais tout à l'heure, le processus législatif. Mais en revanche, pour ce qui est de... Peut-être pour répondre très vite aux remarques de M. Bruguère, sur le règlement REACH, d'abord, il va y avoir une révision en principe l'année prochaine, donc ça sera l'occasion de contribuer à sa révision. Pour ce qui est du poids sur les entreprises, notamment de la prise en compte des PME, moi, je voudrais dire que l'Europe, elle s'intéresse de très, très près aux PME et qu'en fait, bon, on sait bien que en fait, si on inclut l'ensemble des PME, des micro-entreprises, c'est pratiquement 99%, je crois, de l'ensemble des entreprises de l'Union européenne. C'était 23 millions d'entreprises avant la crise qui employaient 90 millions de personnes. On sait aussi que ce secteur a été particulièrement affecté, évidemment, par la crise, avec, je crois, une destruction de même plus d'1,4 million d'emplois. Donc c'est clair que c'est un enjeu majeur et que l'Union européenne a pris la mesure de ça. Alors, pour répondre aussi peut-être aux questions sur le temps de réaction, il est clair que l'Europe réfléchit à long terme, mais l'Europe est aussi capable d'agir rapidement et à court terme. Et par exemple, dans le contexte de la crise, elle a su mobiliser quand même très rapidement, je dirais, des instruments qui sont venus aider notamment les PME. Donc, il y a eu, par exemple, une mobilisation d'1 milliard d'euros du Fonds européen pour les investissements stratégiques en faveur des PME, le lancement de ce qu'on a appelé Escalar, qui répond aux besoins de liquidité des scale-ups, comme on les appelle. Il y a eu la création d'instruments de solidarité, c'était l'instrument SURE, S-U-R-E, en fait, 100 milliards d'euros qui étaient pour aider les entreprises et leurs employés à rester à flot. Mais aussi des décisions très rapides sur l'assouplissement des aides d'État, et ça c'est quelque chose qui va s'appliquer encore jusqu'à la fin de cette année, pour permettre aux autorités nationales de prendre des mesures ciblées, notamment de soutien aux PME, etc. Donc il y a eu aussi toutes les décisions pour, en urgence, faire fonctionner le marché unique. Donc il y a dans une certaine mesure une capacité d'agir dans l'urgence, mais c'est vrai que le temps de l'Europe, il est un temps plus long que celui d'une entreprise et notamment du PME parce que il y a cette nécessité de prendre en compte différentes visions, différents concepts au sein de 27 États membres avec tout un processus législatif qui est ce qu'il est. Maintenant, bon, je crois que pour ce qui est du poids de la réglementation sur les entreprises, c'est quelque chose dont la Commission est très, très consciente, notamment notre présidente, Madame von der Leyen. C'est elle qui avait lancé l'idée enfin, plus que lancé l'idée, elle avait pris un engagement vis-à-vis du Parlement européen, d'ailleurs, de mettre en œuvre ce qu'on appelle le principe one in, one out, c'est-à-dire pour chaque nouvelle proposition, on en retire une. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train justement de mettre en œuvre. On vient d'adopter il y a une dizaine de jours une communication pour ce qu'on appelle le mieux réglementé, où ce principe justement va être mis en œuvre. Mais après réflexion, si vous voulez, ce principe, ça n'aurait pas forcément de sens de dire ah ben on adopte une nouvelle réglementation, on en retire une, parce que ce qui importe, c'est justement la charge réglementaire ou le poids que ça peut représenter pour les entreprises, notamment les PME. Donc, en fait, ce qu'on va, c'est mettre en place des mesures d'analyse approfondie, justement, de l'impact des réglementations pour bien mesurer ce qu'une nouvelle réglementation peut apporter comme contrainte supplémentaire et ce que le retrait d'une autre apportera. Donc, c'est un peu plus compliqué, si vous voulez, que le one in, one out, comme toujours. Hein, les choses sont toujours un peu plus compliquées. Mais disons que c'est quelque chose, le thème de la simplification, le thème de la meilleure réglementation, avec notamment, et ça, c'est un des points sur lesquels la DG Gros et le commissaire Breton ont insisté dans le cadre de cette discussion, c'était justement de prendre en compte le poids pour les entreprises. Donc, la PME, les PME, elles sont vraiment au cœur de cette stratégie. On a d'ailleurs la stratégie pour les PME de 2020 qui a été adoptée, donc avec un certain nombre d'instruments ciblés. On a quelqu'un évoquait tout à l'heure le Small Business Act. En fait, on a un Small Business Act européen, c'est pas forcément connu, mais qui existe depuis 2008. On a le réseau aussi de représentants PME, les SME Envoys, et la commission, enfin le processus de nomination d'un European SME Envoy
est en cours. En réalité, on a annoncé hier donc le nom du nouvel envoyé européen qui sera M. Vasil Hudak. Donc, tout ça, ce sont une série d'outils, si vous voulez, qui confirment le fait qu'il y a une priorité pour les PME, y compris dans cette stratégie industrielle, avec des soutiens qui sont prévus en matière de soutien au financement, mais aussi lutte contre les retards de paiement, mobilisation aussi d'instruments pour prévenir l'insolvabilité, réflexion aussi à un soutien en capital sur le financement des fonds propres, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments aussi dans la stratégie industrielle qui vont dans le sens du soutien aux PME. Il y aura également, pour ce qui est de l'autonomie stratégique, une plateforme de coopération entre les clusters et le fameux réseau Enterprise Europe Network, dont la CCI aussi fait partie. Le soutien aux alliances industrielles où les PME ont d'ailleurs toute leur place. La transition verte et numérique avec des conseillers spécialisés en matière de développement durable dans le réseau EEN, etc. Donc tout ceci pour dire que au niveau européen, on est parfaitement conscient de l'importance d'accorder, je dirais, une place privilégiée dans les actions qui sont conduites aux PME, vu leur importance dans l'économie européenne, et de bien veiller à cette question de la simplification réglementaire et des coûts de la réglementation pour les entreprises. Merci, Madame de Richemont. J'ai bien compris que tout n'était pas gravé dans le marbre, et en particulier, là, je me retourne sans avoir dit également à Charlotte Albarel que je voudrais avoir son sentiment dans un instant, puis on ira voir du côté des internautes s'il y a des questions. Mais je me retourne tout d'abord pour réagir sur Christophe Grudler, député européen. Il y a au moins une chose sur laquelle, c'est peut-être pas un hasard si Thierry Breton s'est occupé des problématiques de vaccination, parce qu'on est dans une urgence formidable, et tout d'un coup on a l'impression que là on va tout à fait vite. Tout se débloque. Et puis, Madame de Richemont a parlé tout un instant dans cette période de crise de l'appauvrissement des aides d'État. Et là, je ne sais pas si c'est là-dessus que vous vouliez intervenir, mais je vous pose quand même cette question. Là encore, on a l'impression que ce qui est gravé dans le marbre, en règle générale, on ne peut pas bouger. Les aides d'État, c'est interdit, sinon on favorise un etc. Enfin, interdit ou tout au moins réglementé. On a l'impression que pendant cette période de Covid, finalement, on a laissé un peu plus de mou aux entreprises, pour pouvoir dire leur entreprise. Comment vous sentez cela? Donc c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible et même souhaitable. Je veux dire, quand on est face à un choc inattendu, il est plutôt bon que l'Union européenne ait aussi laissé les États en capacité d'aider des pans entiers de l'économie qui risquaient de disparaître. Et je voulais vous toucher un mot rapidement de la question de la simplification, parce que c'est vraiment essentiel. Il faut bien voir aujourd'hui que quand vous avez une superposition de réglementation, ça peut être aussi la faute à la France. Et ça, souvent, on l'oublie, parce que ces lois européennes, on va dire ça comme ça, dans leur transposition dans le droit français, c'est souvent bien plus compliqué que dans la transcription dans d'autres pays. Et d'ailleurs, le gouvernement en a conscience, puisque j'ai été moi-même chargé d'une mission de parangonnage, comment on appelle ça, de benchmark, si vous voulez, qui va me permettre d'aller voir dans d'autres pays de l'Union européenne comment les transcriptions ont été faites et pour trouver des voies de simplification de ces transcriptions. Mais il nous faut du temps dans l'Union européenne parce qu'on est 27. Donc, en fait, entre le moment où on a une idée et le moment où on arrive à convaincre le Conseil et convaincre le Parlement, il peut s'écouler du temps. Et le plan de relance que vous évoquez là, ça fait plus d'1 an qu'on en parle. Eh bien, le premier argent européen, si tout va bien, il va arriver au mois de juillet de cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui étaient contre les ressources propres, contre ci, contre ça. Maintenant, on a trouvé un accord. Mais on a de la chance d'être dans un pays comme la France, parce que souvent, on l'oublie. On se plaint toujours, ça va jamais bien. Mais grâce à la France, qui a les moyens financiers de faire face. Les décaissements du plan de relance européen, ils ont été faits par la France. Parce qu'on peut se permettre, on est un pays avec un PIB très fort, on peut se permettre de décaisser en avance et de demander après, au mois de juillet, à l'Union européenne, voilà, on a un plan de relance de 100 milliards, il y a 40 milliards qui viennent de l'Union européenne, qui ne coûtent pas un centime aux contribuables français, je le précise. Eh bien, sur ces 100 milliards, sur cette participation, eh bien, ça va arriver très tard et la France a pu payer en amont et se fera rembourser par l'Union européenne. D'autres pays, le plus petits pays, n'ont pas les moyens financiers d'aider leurs entreprises directement. Et donc, pour elles, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a une question que je poserai à Charlotte Albarel dans un instant, hein, mais je vous la laisse préparer la réponse. Est-ce que finalement, tous nos discours aujourd'hui, eh bien, finalement, cette terrible aventure de la Covid va pas nous aider à être plus vertueux, plus rapide, plus tout ce fameux nouveau monde qu'on
Mais avant, on va retourner vers Laurent Vol, si vous le voulez bien, sans me joindre au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté pour vous féliciter de tout ce que vous faites autour de ce sujet et de l'organisation de cette table ronde. Laurent Vol, est-ce qu'on a des internautes qui se disent on n'a pas tout traité dans cette table ronde? Alors non, mais on a des suggestions par rapport aux problématiques de simplification. Une suggestion d'un chef d'entreprise qui dit pourquoi les réglementations à long terme ne seraient pas planifiées en 3 temps. Un premier temps où on a une mise en œuvre rapide quelque part optionnelle, si je traduis bien son point de vue, mais avec un bonus pour les entreprises ou les bons produits qui respectent ces réglementations. Puis un temps où on vient à un bonus-malus et enfin un temps pérenne d'interdiction des produits ou services non conformes. Ce qui permettrait, je dirais, d'être à la fois d'étaler dans le temps et d'être plus conforme au temps des entreprises. Et puis on a un autre aussi, une question, et ça rejoint un petit peu le témoignage tout à l'heure de Madame Albarel sur la concurrence à l'extérieur de l'Union européenne, et ça rejoint également le souci de la simplification. Il y a un projet de directive, vous savez, sur la publication d'informations dites non financières par les entreprises, qui va générer un poids administratif supplémentaire pour certaines des entreprises de l'Union européenne. Est-ce que ces déclarations seront aussi obligatoires pour les entreprises des pays tiers qui opèrent sur le marché unique ? Alors, qui veut s'y coller avant de se retourner vers Charlotte Albarel? Plateforme. Moi, je veux bien juste. Excusez-moi, je veux bien juste apporter une petite contribution supplémentaire pour aller dans le sens de l'intervention sur le chat de Claire Sauvigné, qui vient d'être évoquée par Monsieur Vol. Sur le fait que Monsieur Grudler, tout à l'heure, vous parliez de l'intervention en cours de l'Union européenne sur les distorsions de concurrence aux frontières vis-à-vis des émissions carbonées. Ce qui est juste merveilleux, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut, comme je veux dire, mettre l'église au milieu du village pour qu'on soit tous sur le même niveau de concurrence et être concurrentiel réellement. Ça marche dans les deux sens. Hein. Absolument. Mais je pense qu'il faudrait que ce soit également le cas sur tout ce qui est réglementaire, puisqu'on est au sein de l'Union européenne soumis à des réglementations qui sont supérieures à ce que l'on peut constater sur les entreprises qui sont hors Union. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que la frontière puisse être un filtre qui ne laisse passer que celles qui sont sur un niveau de réglementation qui est équivalent aux entreprises européennes. Voilà, c'est une suggestion qui va dans le sens, encore une fois, de la remarque et de la proposition de Claire Sauvigné. Merci. Sur la planification en 3 temps, peut-être très rapidement, peut-être Madame de Richemont, est-ce qu'on va pas... on voit bien qu'il y a un sas de sécurité, on y va tout doux, en même temps ça arrive, on va plus vite dans un premier temps, et puis après on peut rectifier. Est-ce que ça va pas recomplexifier, parce qu'on ne va pas demander aux entreprises de faire dans un premier temps un dossier, puis un deuxième temps, etc. Est-ce que ça ne va pas recomplexifier? C'est pas ça toute la problématique de l'Europe quand elle décide de mettre de nouvelles normes? Je crois que c'est une bonne idée, en fait, et c'est une idée qui, dans une certaine mesure, existe déjà à travers ce qu'on appelle les projets pilotes. C'est pas forcément quelque chose qui est très connu, mais souvent, quand on veut justement tester une idée, on adopte, et souvent d'ailleurs sur proposition du Parlement européen, des projets pilotes qu'on finance à petite échelle dans quelques États membres, et si ça marche, eh ben, on se dit on va l'étendre au-delà, etc. Donc c'est un concept qui existe déjà, qui est peut-être assez méconnu, et qui finalement est bon, même si parfois il faut reconnaître que dans les projets pilotes, il y en a qui parfois sont peut-être, sont peut-être pas aussi, porteurs d'innovation et ne sont pas toujours aussi positifs que ce qu'on pourrait attendre. Mais en tout cas, c'est un concept qui, d'une certaine façon, à mon avis, est déjà existant au niveau de l'Union européenne. On se retourne, si vous le voulez bien, vers Charlotte Albarel. Vous avez beaucoup écouté, vous êtes intervenu tout à l'heure. Il y a
vous avez fait des interventions qui ont été reprises, y compris à l'instant. Quel est votre sentiment alors que nous sommes à quelques minutes de la fin, d'une dizaine de minutes de la fin de cette table ronde? Quel est votre sentiment? Est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens? Est-ce que vous pensez que, voilà, vous aussi, cet après-Covid, là, va nous permettre de changer notre logiciel, nos réactions, et ça va faire bouger les choses? On va vous retrouver dans un instant. Allez-y, peut-être. Je pense qu'effectivement, la crise du Covid a été un accélérateur de prise de conscience pour les entreprises, à la fois dans la nécessité de passer, d'accélérer au niveau de la transition écologique, mais également aussi au niveau de la mission des entreprises en termes de recherche de sens également. Donc là-dessus, je pense que les chefs d'entreprise en ont bien pris conscience. J'espère que maintenant la sortie de crise nous permettra de garder bien en tête ces deux axiomes et de ne pas replonger dans les travers qu'on a connus auparavant, et que l'Union européenne et les institutions, les chambres de commerce et les régions pourront nous aider à vraiment à enclencher cette dynamique-là qui a été, qui je pense aujourd'hui est vraiment très mature dans nos entreprises. Très bien. J'ai peut-être une question quand même qui avait été posée par des internautes. Qu'est-il prévu pour le soutien aux nouveaux entrants sur le marché de l'aviation décarbonée? Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais je vous la pose un petit peu, Monsieur Grudler, parce que c'est votre domaine. Non, mais sur les marchés décarbonés, alors par rapport au secteur de l'aviation. Alors, je peux vous dire, quel est-il prévu pour le soutien aux nouveaux entrants sur le marché de l'aviation décarbonée? Les industriels établis trustant actuellement toutes les aides françaises et de manière plus générale, les jeunes entreprises sur les nouvelles filières de mobilité ou d'énergie propre. La question pouvait être étendue aux micro-entreprises. Voilà. Alors c'est un petit peu injuste et un petit peu faux la question, parce qu'en fait, sur tous les systèmes, notamment de France Relance, autour de la modernisation de l'aéronautique, mon micro se coupe, voilà. Donc je disais qu'au niveau de France Relance, tout ce qui est modernisation de l'automobile ou de l'aéronautique fait l'objet d'appels à projets, de fonds propres dédiés, où de nombreuses PME, dans le domaine de la décarbonation, ont réussi à obtenir des aides. Je vous citerai en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, Avion Montboussin, qui est une start-up, ils sont partis il y a quelques-uns sur Belfort, en effet, et ont réussi maintenant être à 30, ils ambitionnent d'être à 200, 250, ils ont reçu 800 000 euros d'aide de l'État dans le cadre de France Relance, dans le cadre de ce projet, parce qu'ils vont faire des avions petits porteurs décarbonés. Donc en fait, ce n'est pas réservé aux grands groupes, donc c'est bien ouvert à tous, et j'insiste même sur les fameux PIEC dont on parlait tout à l'heure, voire l'Alliance européenne, mais les alliances européennes, c'est vrai que souvent, c'est les grands groupes qui aiment bien ici faire leur place, et tout le travail consiste à veiller à ce que tout le monde y soit bien représenté. Mais sur les PIEC, vous pouvez parfaitement avoir une petite entreprise qui s'entend avec une entreprise allemande, une italienne, et qui présente un projet et qui sera aidé par l'État et par l'Europe. Donc, ce n'est pas du tout réservé aux plus grosses entreprises. Et je vous ai dit tout à l'heure, avec tous les investissements qu'il y a sur la décarbonation, c'est même prioritaire. Il y a une appétence autour des PME et des start-up très, très forte au niveau européen. Et il y a une recherche, parce que c'est un équilibre entre tous les pays, parce que sinon, il n'y a que les grands pays industrialisés qui sont éligibles aux aides. Donc, c'est un élément de démocratisation d'aider également les PME et les start-up. Et donc, il faudrait que la personne qui a posé la question me présente le dossier et je pourrais éventuellement l'orienter vers les bons canaux. Alors, j'interviens pour dire qu'à quelques minutes de la fin de cette table ronde, je pense qu'on est tous d'accord pour savoir si vous avez d'autres questions à transmettre. On peut demander à Laurent Vold peut-être de faire le message, lui qui a préparé cette table ronde. Dans quelques instants, je vais donner la parole au président de la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr. Mais je voudrais juste avant, un dernier point en une phrase, Madame de Richemont, merci encore d'avoir été avec nous. Et je voudrais vous dire une chose, vous qui... essayez de trouver l'équilibre avec toutes vos équipes, avec Thierry Breton et l'Europe sur tous ces pays. Est-ce qu'on est quand même d'accord que la Bourgogne-Franche-Comté est la plus belle région d'Europe? Je suis évidemment d'accord. Et franchement, je dois vous dire, moi, j'ai été passionnée par la discussion de cet après-midi et surtout impressionnée par le dynamisme justement des entreprises qui s'engagent dans cette double transition, comme on l'appelle, de la transition verte et numérique. Et donc, je suis très confiante
dans la relance française et plus spécifiquement de la Franche-Comté. Et elle sera évidemment accompagnée par l'Europe. Très bien. Transition, je voudrais remercier Christophe Grudler d'avoir été avec nous, monsieur le député. Remercier Béatrice Quenin qui est avec nous en présentiel, mais je crois qu'elle est en réunion juste avant. Elle passe ses journées à la CRCI. C'est formidable. Et puis, je voudrais saluer donc Emmanuel Bruguère, je l'ai dit, saluer Charlotte Albarel. Merci beaucoup d'avoir été ici. Vincent Chauvet, il est là. Vincent Chauvet, une dernière question. De la même manière que Madame de Richemont a dit que la Bourgogne-Franche-Comté est la plus belle région d'Europe, est-ce que Autun est la plus belle ville de la Bourgogne-Franche-Comté? Très court, hein. De la Bourgogne, mais je ne voudrais pas blesser les Francs-Comtois, alors je vais dire la plus belle ville de Bourgogne. Merci vous Vincent Chauvet d'avoir été avec nous. Merci Laurence de Richemont encore, bravo. Et je crois avoir félicité tout le monde. Monsieur le Président, est-ce que vous croyez à ce nouveau monde? Vous qui avez beaucoup d'expérience, est-ce que vous le sentez venir? Est-ce qu'on est en pleine révolution et que tout le monde va s'embrasser autour des ambitions industrielles? En tout cas, gros challenge sur la formation. Tout le monde s'embrasser, je ne crois pas qu'on en soit là. Ceci dit que les frontières bougent, j'en doute pas. Je voudrais aussi m'associer aux remerciements à tous les intervenants et à l'excellence des échanges et des témoignages. L'idée cet après-midi, elles étaient doubles. D'une part, mieux connaître, et là vous nous l'avez fait toucher du doigt, et dans sa complexité et dans ses évolutions d'orientation stratégique de l'Europe. On l'a vu. On avait un deuxième objectif, c'était de faire remonter des préconisations et des suggestions dans le cadre du livre blanc pour la présidence 2022 de la France. Et là, ce qui m'importe, je retiens REACH, je retiens la suggestion sur les normes en 3 étapes, et donc la propriété pilote. Est-ce qu'on pourrait sortir 2 ou 3 priorités des priorités, que l'on puisse être productif par rapport à l'exercice que l'on devait faire aujourd'hui, ou est-ce qu'on attend vos retours pour compléter ce que nous avons entendu cet après-midi, puisque Laurent, que je remercie pour l'organisation de cette table ronde, aura à préciser quelque chose par rapport à CCI France et notre représentant européen du réseau français des CCI. Et puis peut-être laisser le dernier mot de la fin à notre député qui a fait le plaisir de venir jusqu'ici. En tout cas, nous a fait plaisir. Merci au maire d'Autun et puis Laurence de Richemont avec la précision que vous nous avez donnée, mais on voit la complexité qui malheureusement ressort malgré tout, malgré les efforts et la volonté d'aller vers la simplification, mais on n'est pas sorti du chemin par rapport à ça. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a de nouvelles orientations et il y a une volonté d'ouverture beaucoup plus grande vers les PME, et c'est à nous de faire connaître davantage ces dispositifs. Il n'y a pas que les grands groupes, les PME sont bien autour de table, et on en a vu l'expression cet après-midi. Je n'aurais pas osé le faire moi-même, monsieur le député, mais le président vous donne le mot de la fin, si je l'ai bien compris. Moi, je fais toujours attention à qui m'emploie et je donne toujours le mot de la fin à celui qui m'emploie en règle générale. Mais monsieur le député européen, on vous laisse conclure cette table ronde puisqu'on a fait 1h30 comme nous l'avions annoncé. C'est très gentil à vous, merci bien. Alors moi, j'en étais pour la conclusion sur les mots du président Laurent, donc ça me semblait tout à fait convenable, mais simplement rajouter quelques mots pour vous dire que l'avenir européen de l'Europe ne se fera pas sans les industries, ne se fera pas sans les citoyens, et qu'on n'a jamais parlé autant d'industrie en Europe qu'aujourd'hui. Vous avez parlé effectivement de la résilience après le Covid, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une prise de conscience européenne de la nécessité de s'occuper d'industrie, alors qu'il y a encore 20 ans, tout le monde pensait que c'était pas grave. On gardait les cerveaux ici, que la production peut aller à l'autre bout du monde, c'était pas bien grave. On a complètement changé de paradigme et maintenant cette nouvelle dynamique, elle doit être accompagnée et elle doit être nourrie par des idées qui viennent du terrain. Et le terrain, c'est les patrons de PME, de start-up, de groupes régionaux qui peuvent faire remonter leurs connaissances et leurs idées. Et c'est comme ça qu'on réussira ensemble à faire une Europe meilleure dans le domaine industriel également. Je vous remercie beaucoup. Je vais conclure cette table ronde si vous le voulez bien. Merci. On n'a peut-être pas suffisamment parlé de la relocalisation des entreprises. Ça aurait été aussi un sujet important, majeur, mais on ne peut pas parler de tout. Monsieur le Président. Simplement un oubli de ma part. Je rappelle que cette séance a été enregistrée au même titre que celle de mardi sur la présentation d'Horizon Europe et que tout ça est disponible sur le site de la CCIR dans lequel on peut également apporter ses contributions. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous, à ceux qui sont
dans d'autres pays européens, ceux qui sont dans les régions, ceux qui sont un petit peu partout. C'est la magie de ces réunions, ces tables rondes en visio. On n'a pas la chance de se voir, et puis comme ça pour ceux qui ne sont pas là, mais en tout cas, ça permet de parler plus loin, d'échanger un petit peu plus loin. Merci à vous, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on était dans le cadre de la semaine européenne des CCI, et c'était la table ronde ici à Dijon. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.